Bonjour et bienvenue dans ce Demande à Cédric, c'est ça, numéro 58. Nous sommes le dimanche 5 mars et de 18 à 19, je vais répondre aux questions des membres plus. En tout cas, je vais essayer. Bon, nous rencontrons des petites difficultés techniques ces derniers temps, donc c'est un petit peu chaotique, mais on va essayer de continuer de faire en sorte que tout fonctionne correctement. Bon, allez, on va pouvoir démarrer. On est parti. Je regarde si tout est OK, si j'ai bien partagé l'écran, si ça fonctionne pour démarrer correctement. Bonjour Sacha, bienvenue parmi nous. Tania, bonjour et bienvenue parmi nous. Louis-Paul, bonjour Cédric, bonjour à tous. Je suis heureux Cédric que tes soucis d'hier ne soient plus qu'un mauvais souvenir. Absolument pas Louis-Paul. Les soucis d'hier sont toujours présents. Il a fallu que je trouve un autre moyen, enfin le moyen que j'avais trouvé hier, que je le retrouve aujourd'hui. Mais comme tu peux voir, malheureusement, tout n'est pas encore réglé. Il va falloir que j'étudie ça d'un petit peu plus près parce que là, ça commence à être un peu pénible, j'avoue. Je m'y suis pris aujourd'hui 1h30 à l'avance pour être sûr que tout fonctionne. J'ai déjà perdu une demi-heure. Voilà, bon, les soucis de l'informatique, hein, que vous puissiez voir que vous n'êtes pas les seuls. Des fois, quand vous vous dites que vous galérez, tout le monde galère, moi aussi. C'est bien que vous puissiez le constater. Voilà. Alors disons que c'est un peu moins pénible quand on n'est pas, qu'il n'y a pas besoin que ce soit en direct. On peut, moi je suis un peu patient en informatique et j'ai tendance à chercher. Mais c'est vrai que quand il y a le direct qui arrive, qu'il faut qu'à 18h ça fonctionne, j'espère qu'on ne va pas avoir ce type de désagrément à chaque fois. Et surtout qu'avec les mini-cours, quand il y a tout le monde, c'est un peu plus compliqué. Bon là on est entre nous, on est 26, merci d'être là. Et on va pouvoir continuer tranquillement, enfin j'espère. Est-ce que j'ai lancé l'enregistrement ? Oui c'est bon, donc on est à peu près bon là-dessus. Allez, on continue. Bonjour Michel, bienvenue parmi nous. Bonjour Alexandra. Michel, je n'ai pas pu me connecter hier. Alors Michel, je ne sais pas à quel moment vous avez essayé de vous connecter. C'est vrai qu'on a eu un petit quart d'heure, 20 minutes de décalage. Alexandra a eu la gentillesse de mettre un message sur le forum. Mais voilà, on a eu des problèmes techniques hier qu'on a rencontrés, que je viens de rencontrer encore un peu aujourd'hui. Mais voilà, bon en tout cas, espérons que ça va bien se passer. Bonjour Morissette. Ouf, j'ai eu peur. Ben oui, Morissette, on est tous dans ce cas-là. On espère que tout va bien se passer. Alors, bonjour Cédric, comment faire pour formater un disque dur dans une tour ? Ça, je ne sais pas. Alors Morissette, je vais répondre à votre question avec plaisir, mais sachez que j'ai déjà couvert le sujet dans votre espace membre. Vous allez dans quelle rubrique ? Dans ma véritable trousse à outils. Et à partir de là, eh bien, vous allez avoir la possibilité de regarder, de descendre ici et de regarder dans la rubrique maintenance, voilà, les vidéos pour réaliser des opérations de maintenance. Et là, vous avez différentes choses. Donc, vous avez initialisé un disque dur neuf, vous avez formaté un disque dur et le partitionné, et vous avez fusionné deux partitions d'un même disque dur. Vous avez ces trois vidéos-là qui vont vous montrer comment faire. Néanmoins, je vais quand même répondre à votre question. Pour le formatage. Alors le formatage, vous avez plusieurs façons de le réaliser, un petit peu comme je l'ai montré dans les trois vidéos, à la différence que si par exemple vous réinstallez votre ordinateur, enfin il y a deux choses à prendre en considération. La première, c'est soit vous achetez un disque dur neuf et vous réinstallez un Windows de zéro, et dans ce cas-là, lorsque vous allez faire la procédure d'installation de Windows, par exemple Windows 10, ou même d'ailleurs les autres versions de Windows, il va vous proposer de formater votre disque dur. Donc ça se fera pendant le processus d'installation de Windows. Vous aurez une fenêtre, je ne saurais pas exactement vous montrer à quoi ça ressemble, mais vous le verrez dans la formation Windows 10 où j'indique comment réinstaller de zéro, ou je ne sais plus à quel endroit ça se trouve. Vous devriez pouvoir trouver ça dans installer une machine virtuelle. Pareil, j'explique comment ça doit être pareil au même endroit. Les vidéos pour réaliser des opérations de maintenance, c'est installer Windows dans une machine virtuelle. Donc là, vous pourrez regarder cette vidéo et vous verrez le processus qui se fait quand on installe Windows, parce que c'est le processus qui se passe dans cette machine virtuelle. Donc il y a cette possibilité-là, lorsque vous avez un nouveau disque dur, que vous réinstallez un Windows. Il y a également si vous réinstallez un Windows sur votre disque dur existant, auquel cas c'est pareil, pendant la procédure d'installation, il va vous demander si vous souhaitez formater votre disque, donc vous pouvez le formater à ce moment-là. Et enfin, deux autres cas de figure. Le premier, c'est si vous avez acheté un disque dur neuf que vous souhaitez reformater.
Ça, c'est la première chose. Donc, dans ce cas-là, eh bien, il faut faire, comme je vous ai montré donc, dans la vidéo, vous faites un clic droit sur le menu démarrer. Ensuite, vous allez dans gestion du disque. À partir de là, donc, vous allez arriver ici, qui va, dans cette fenêtre, qui va lister l'ensemble des disques durs présents sur votre ordinateur. Donc vous avez un certain nombre de disques qui sont ici, qui sont sur qui sont branchés dans mon ordinateur. Et si c'est un disque dur qui est neuf, vous aurez peut-être une barre noire qui vous indique que le disque dur n'a pas été initialisé une première fois. Dans ce cas-là, vous ferez un clic droit sur cette partition, vous choisirez initialiser. Mais je vous montre tout ça dans la vidéo, donc je ne vais pas forcément revenir dans tous les détails. Mais voilà, donc vous pouvez réaliser ces manipulations. Et sinon, eh bien, vous pouvez, si votre disque est disponible directement dans votre explorateur de Windows, ce qui est mon cas ici, je vais enlever mon visage comme ça vous verrez mieux, voilà. Ici, eh bien par exemple, je ne voudrais pas faire de bêtises parce que je ne voudrais pas que ça coupe, je pense que les enregistrements se font peut-être sur F, donc je ne vais pas faire sur F, ça ne doit pas se faire sur E, en tout cas j'espère. Donc vous faites un clic droit sur le disque en question, vous choisissez formater, et à partir de là, eh bien, vous aurez la possibilité de formater votre disque dur. Je vous conseille de faire un formatage rapide, sinon en fonction de la taille de votre disque, ça peut durer très longtemps, parce que si vous décochez le formatage rapide, il va effacer chaque cluster, enfin chaque partie du disque dur, et donc si c'est un disque dur qui fait 1 Tera, 2 Tera, 3 Tera, 6 Tera, ça va prendre des heures. Voilà ma recette, comment faire pour formater un disque, mais sinon ce que je vous conseille c'est de vous rendre directement dans votre espace membre. À partir de là, vous choisissez, vous n'oubliez pas de vous connecter pour avoir accès à vos formations. Ensuite vous choisissez ma véritable trousse à outils qui se trouve ici, qui est anciennement les vidéos outils que j'ai un petit peu restructuré. Et à partir de là, eh bien, vous aurez différentes choses. Donc les vidéos pour bien débuter avec votre PC, les vidéos pour améliorer votre quotidien, les vidéos pour réaliser des opérations de maintenance, les vidéos pour tester votre ordinateur, les vidéos pour vous aider à vous protéger. Donc voilà, vous avez différentes vidéos que j'ai regroupées sous cette bannière de la trousse à outils, et ça vous permettra d'apprendre à formater votre disque dur. Voilà ma recette, j'espère vous avoir donné suffisamment de détails, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à demander des précisions au sein du chat. Alors, Alex, pourquoi les noms de dossiers sont renommés en anglais lors des sauvegardes, alors que sur mon disque local, ils sont en français? Sauvegarde avec Acronis et Simback Free, le résultat est le même. Et tu as joint une capture d'écran que je vais partager avec tout le monde pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit. Voilà. C'est-à-dire que là, lors des sauvegardes que réalise Alexandra, les noms repassent en anglais. C'est-à-dire que image devient picture, download, téléchargement devient download, bureau devient desktop, musique avec un C, musique QE devient avec musique avec un C. Voilà ce qui se passe. Alors, je ne vais pas avoir vraiment d'explication à te donner par rapport à ça. La seule chose que je peux te montrer et que je peux éventuellement extrapoler, c'est que les versions de Windows sont initialement prévues en anglais, et ensuite il y a des modules de traduction qui viennent par-dessus. C'est un peu comme une interface sur un téléphone, il y a l'interface du constructeur, et par-dessus, eh bien, les constructeurs en particulier, Nokia, LG, etc., rajoutent une autre interface qui leur est propre. Là, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'avec Windows, qui est normalement en anglais, quand on rajoute une surcouche de langue, eh bien, il y a des traductions qui se font automatiquement. Et je pense que quand on fait une sauvegarde, il n'y a pas cette notion de récupération du langage. Et ça, on peut le noter quand on va par exemple sur Google Chrome et qu'on va dans les trois petits points qui sont en haut, et ensuite on va dans paramètres. Ensuite, on fait afficher plus de paramètres, enfin afficher les paramètres avancés, pardon. Et là, lorsque vous choisissez l'endroit, par exemple, des téléchargements, vous voyez enregistrer les fichiers dans le dossier desktop, c'est-à-dire que lui, dans Google Chrome, il n'arrive pas à voir le nom normal, alors que moi, mes fichiers s'enregistrent bien sur mon bureau et non pas sur le desktop. Et il en va de même si, par exemple, je clique changer et que je souhaite mettre, par exemple, image et que je clique sur OK, et bien ici, vous voyez, il met automatiquement picture
picture et non pas image. Donc il y a bien ce souci de surcouche. Donc, je vais remettre le bureau. Il y a bien ce souci de surcouche qui est là et qui doit voilà, il doit pas enregistrer les paramètres comme quoi les choses sont en anglais, et lui se contente de sauvegarder les fichiers. Donc les dossiers, pardon, et les dossiers s'appelant donc desktop, s'appelant musique, s'appelant download, et c'est ça qu'il va télécharger. Il va pas se soucier de rajouter cette surcouche de traduction. Je pense que c'est la raison pour laquelle ça s'affiche comme ça, et je ne sais pas s'il existe un moyen de conserver les noms, mais je dirais que non dans le principe, puisque les noms des dossiers sont les suivants. Desktop pour bureau, etc. Et donc que le corps en lui-même de Windows réagit comme ça. Donc tout ça pour dire que je ne suis pas sûr qu'il y ait une solution à cette chose-là, mais que en faisant l'image avec True Image d'Acronis et en redescendant l'image, je pense qu'il n'y a pas de souci de traduction à ce niveau-là. Cela dit, c'est pas vraiment gênant dans le principe, puisqu'il n'y a pas beaucoup de noms de dossiers et que la traduction est relativement facile. Je pense que tu n'as pas de souci par rapport à ça. Et pour les personnes qui ont des soucis, vous pouvez utiliser Google Traduction. Si par exemple vous voulez, on va aller je vais me rendre sur Google. En haut à droite, vous avez les 3 petits points. Vous pouvez choisir donc les 9 petits points, pardon. Vous choisissez Google Traduction. Je vais enlever mon visage comme ça, vous verrez mieux. Donc vous cliquez ici sur les 9 petits points, vous choisissez traduction, et à partir de là, eh bien, vous pouvez partir de l'anglais, download, voilà. Et donc vous avez téléchargé, et vous pouvez faire pareil mais à l'inverse, c'est-à-dire partir du français si vous avez votre dossier téléchargement. Voilà, et c'est pareil, c'est download, le mot est le même en anglais, que ce soit pour téléchargement ou pour télécharger, ils ont le même mot. Donc voilà, vous pouvez comme ça voir à quoi correspondent les choses. Si vous mettez par exemple musique, voilà, vous voyez que, et en plus il a fait la correction automatiquement, vous voyez que musique, ça se traduit par musique, etc., etc. Si vous choisissez image, vous avez picture. Bon bref, je ne vais pas vous vanter les mérites de Google Traduction, mais c'est quand même vraiment bien pratique. J'en avais déjà parlé dans une vidéo de Google Traduction, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Si vous avez un mot que vous ne connaissez pas, si vous avez une phrase que vous ne connaissez pas, vous pouvez même taper des phrases et ça vous les traduit à peu près, mais vous pouvez vous faire comprendre. Si vous avez des soucis par exemple avec un service dans une langue étrangère, vous tapez en français, ça va taper quelque chose d'approximatif dans la langue que vous avez choisie, et vous pouvez envoyer ça directement par mail si vous parlez vraiment pas un seul mot, et quand ils vont vous répondre, vous pouvez copier-coller la réponse de ce qu'ils vous ont donné dans Google Traduction, et vous aurez quelque chose d'assez proche, on va dire. Vous pourrez comprendre en tout cas ce qui se passe. Voilà Alexandra, malheureusement pas plus de précision à te donner par rapport à ça, et je pense pas qu'il y ait une solution qui existe comme je te disais. Mais peut-être, voilà, j'ai pas cherché, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment très important que ça fasse les choses. Après, peut-être dans les préférences d'Acronis, il y a peut-être une préférence de conserver la langue ou ce genre de choses. J'ai pas fait attention, peut-être dans SimBackFree aussi. J'ai pas regardé, j'avais jamais fait attention d'ailleurs que les dossiers n'étaient pas renommés comme ça, puisque en général je ne fais pas de sauvegarde de mes dossiers, mais je fais bien des sauvegardes d'une archive. Et d'ailleurs ça pourrait être intéressant de voir comment ça se passe sur une archive. Je vais partager je sais plus où j'ai mes sauvegardes c'est là, mes partitions c'est là, oui ça doit être ça. Donc là on va regarder à l'intérieur, voir s'il est capable de conserver la traduction ou pas. Utilisateur, C#, et là, là non, voilà, là il n'a pas conservé les noms en français, parce que je pense que cette surcouche-là, elle s'active après. Donc voilà ce que je peux te dire, Alexandra, qui n'est pas forcément convaincant, mais je suis pas sûr qu'il y ait une solution. Tania, à quoi servent ces applications Microsoft OneDrive et Picture Mover application? Doit-on les laisser actives au démarrage de l'ordinateur ou les désactiver? Alors Tania, OneDrive, c'est le service d'hébergement à distance des fichiers. Donc là, il faut que je partage mon écran, ce sera mieux.
Donc là, il est activé par défaut sur Windows 10. Si vous vous êtes connecté avec un compte Microsoft, il active automatiquement OneDrive et ça vous permet de mettre des documents directement sur le cloud, en fait, le cloud de Microsoft qui s'appelle OneDrive. Donc si vous n'utilisez pas OneDrive, si moi je l'utilise parce que je synchronise un certain nombre de choses, mes fonds d'écran pour que ça puisse arriver sur mes différents ordinateurs, si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez tout à fait le désactiver. Ça, c'est pour OneDrive. Ensuite, pour l'autre application, j'ai regardé tout à l'heure parce que j'ai vu que vous m'aviez posé la question sur Picture Movie Application. Apparemment, c'est une application qui va avec les ordinateurs ou les périphériques HP. Donc, je suppose que vous avez quelque chose qui est HP, que ce soit votre ordinateur ou que ce soit votre imprimante. Et donc, dans ce cas-là, il faut voir si vous utilisez cette application. Donc, si vous n'utilisez pas cette application, ça ne sert à rien de la conserver active. Et si vous l'utilisez, évidemment, il n'y a pas d'évidemment, mais il vaut mieux la laisser active si vous l'utilisez. Si vous ne l'utilisez pas et que vous voyez que ça pose des soucis quand elle n'est pas présente, vous pouvez la réactiver. Ça se passe dans l'onglet démarrage. On va regarder ça ensemble. Je vous avoue que je n'ai pas désactivé d'application depuis longtemps. Alors, je vais faire msconfig, non pas du tout Windows E, c'est plutôt Windows R, voilà. Donc msconfig pour aller directement, mais je pense que ça doit être accessible directement depuis le gestionnaire des tâches, oui voilà. Donc il vous suffit d'ouvrir le gestionnaire des tâches. Je vais le faire par le gestionnaire des tâches, ça sera plus simple de vous montrer ça. Donc vous faites un clic droit dans la barre des tâches en dehors de toute icône, vous choisissez gestionnaire de tâches, vous allez arriver sur le gestionnaire de tâches qui est ici. Je vais y arriver, je voudrais le sortir de ce mode-là, qui sont un peu plus petits. Donc là, vous êtes dans le gestionnaire des tâches avec les choses qui sont lancées. Vous allez aller dans démarrage et à partir de là, vous voyez tout ce qui se lance au démarrage. Donc si vous voulez enlever quelque chose qui se lance au démarrage, vous faites un clic droit et vous choisissez... Alors attendez, je vais regarder si c'est propriété. Non. Vous choisissez clic droit, désactiver. Alors je vais le faire avec quelque chose qui ne me sert pas trop. Par exemple, je ne vais pas le faire avec les pilotes de ma souris, je ne voudrais pas que ça fasse planter. Enfin, vous avez compris le principe. Vous faites un clic droit, vous choisissez désactiver. Et si vous souhaitez le réactiver, eh bien vous faites un clic droit, réactiver, je pense. Si toutefois vous ne voyez pas les applications, c'est que vous avez la petite version du gestionnaire des tâches qui est comme ceci. Donc dans ce cas-là, vous choisissez plus de détails. Et à ce moment-là, eh bien, ça va vous ouvrir ça en grand. Vous pourrez aller dans démarrage. Et là, vous avez les applications qui se lancent au démarrage. Donc, c'est, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui concerne HP et que vous pouvez désactiver si vous ne l'utilisez pas. Et pour OneDrive, c'est pareil, vous pouvez le désactiver. Je ne sais pas s'il ne se réactive pas automatiquement d'ailleurs et que vous risquez d'avoir des soucis. Il me semble qu'il y a des procédures particulières pour désinstaller ou désactiver OneDrive si vous voulez vraiment plus qu'il soit présent sur votre ordinateur. Mais voilà, dans tous les cas, vous pouvez essayer ça. Tania. Morissette, pour le formatage, c'est juste pour savoir un jour si j'en ai besoin. Si vous en avez besoin, Morissette, un jour, vous avez la retransmission de ce Demande à Cédric numéro 58 et les 3 vidéos qui se trouvent dans les vidéos outils. Ensuite, Morissette, c'est bon. Mario, tout le monde se dit bonsoir, tout va bien. Albert, bonsoir Albert, bonsoir Mario. Gabriel, bonsoir. Gabriel, d'ailleurs, je voulais vous poser la question. Est-ce que vous avez pu retrouver votre dossier avec les informations, avec les manipulations que je vous ai données hier? J'espère que vous avez pu retrouver votre dossier que vous aviez perdu. Est-ce que vous l'avez retrouvé dans un dossier où il avait été déplacé, ou est-ce que finalement vous aviez oublié l'endroit où vous l'aviez rangé, ou est-ce que est-ce que vous l'avez pas mis à la corbeille par mégarde? Est-ce que vous avez pu le retrouver? Je me posais la question et je voudrais savoir si vous avez pu le retrouver avec les indications que je vous ai données. J'en profite pour faire une petite parenthèse de savoir est-ce que vous pouvez continuer de voter pour le mini-cours du mois prochain, du 1er avril. Donc ça se passe sur le forum. J'espère qu'il va avoir mémorisé mes... Je ne sais pas si vous entendez la cantatrice qui est en bas de chez moi. Voilà, donc vous avez la possibilité ici dans vos astuces informatiques ou un petit peu n'importe où, dans les mini-cours, dans les DAC, eh bien de continuer de voter
Je vais partager mon écran, ce sera plus simple. Voilà, de continuer de voter pour savoir quel mini-cours vous voulez. Donc si vous avez déjà voté, il n'y a pas de souci. Et si vous n'avez pas encore voté, n'hésitez pas à vous rendre sur l'accueil du forum. Une fois que vous êtes sur l'accueil du forum, vous cliquez dans n'importe quelle rubrique, pardonnez-moi. Et à partir de là, vous aurez les mini-cours dans les DAC. Et vous n'hésitez pas, les sujets se trouvent sur le premier post, donc là les 7 sujets que vous pouvez voter. Je vais en rajouter d'autres, je rajouterai peut-être un 8e sur Facebook, mais pas forcément tout de suite. Mais en tout cas voilà, il y a les 6 premiers qui sont là, on a déjà traité le premier. Et donc vous pourrez choisir celui que vous voulez. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore voté, à vous rendre sur le forum dans cette rubrique. Je regarde... non, voilà, c'est tout. Donc en tout cas, Gabriel, bonjour et bienvenue. N'hésitez pas à nous dire. Alors, merci Mario d'avoir indiqué les informations à Morissette. Je l'ai également fait. Albert, le son est ok. Tant mieux, tout est parfait. Marc, bonjour. Marc, bienvenue parmi nous. Oui, il y a eu un petit souci au début, donc c'est vrai que vous m'avez redonné le retour sur le son, je vous en remercie. Michel, bonjour et bienvenue parmi nous. Mathilde, bonjour. Michel, ça marche, formidable. Alors, tout fonctionne, super. Bon, donc tout est revenu à la normale. Alors voilà, Tania, votre ordinateur est un HP, donc c'est la raison certainement pour laquelle ces applications-là sont installées. C'est la raison pour laquelle j'aime bien, quand je récupère un ordinateur, de pas forcément utiliser les choses du constructeur et de réinstaller un Windows de zéro pour que ça puisse fonctionner comme je le souhaite et non pas qu'il y ait plein d'applications qui soient installées dont je me sers pas forcément. Je vais essayer d'envoyer un petit texto. Je ne sais pas si vous entendez la cantatrice qui chante en dessous. Bon, dites-moi si vous l'entendez et si ça vous gêne. Et si ça vous gêne, dans ce cas-là, voilà. J'enverrai le texto. Alors, Tania, j'ai l'intention de réaliser des cartes de visite. Est-il possible de les confectionner avec GIMP ou autre ? C'est tout à fait possible, j'ai envie de dire, Tania. Il faut que, c'est un logiciel, c'est pas forcément le premier logiciel qui me viendrait à l'esprit, mais cela dit, pourquoi pas, hein, c'est un logiciel qui va vous permettre de traiter des images, donc vous pouvez très bien faire en sorte que votre image soit une carte de visite. Il faut prendre en compte un certain nombre de paramètres. En revanche, ça va dépendre un petit peu de ce que vous souhaitez faire de cette carte de visite. Est-ce que vous souhaitez l'imprimer vous-même ? Est-ce que vous souhaitez la faire imprimer par un imprimeur ? Est-ce que vous avez déjà des choses en tête ? Parce que, il va falloir qu'il y a des paramètres à prendre en considération. Là, je ne vais pas pouvoir vous lancer GIMP, mais peut-être je vais pouvoir vous montrer avec Photoshop. C'est que quand vous allez créer un document, il va falloir que vous connaissiez déjà la taille de votre carte de visite, la largeur et la hauteur, mais il y a également une question de résolution qui rentre en considération. Je vais vous montrer ça sur Photoshop parce que GIMP n'est pas installé, mais je pense que dans GIMP, vous aurez à peu près la même chose. Alors là, donc, je suis dans Photoshop, et là, quand je vais choisir Fichier, Nouveau document, Fichier nouveau, j'ai une fenêtre qui apparaît et dans laquelle il va falloir que je mette des paramètres. Donc là, vous voyez, par défaut, les paramètres de largeur hauteur sont en pixels et en pixels par pouce. Donc vous, je ne sais pas dans GIMP s'il y a ce genre de choses. Bon, pardonnez-moi, je vais envoyer le texto parce que c'est moi que ça dérange finalement. Pardon. Je suis de retour. Oui, donc ce que je vous disais, quand vous êtes dans GIMP, vous devez avoir des paramètres que vous pouvez personnaliser, je suppose. Donc vous avez ici, vous voyez dans cette fenêtre ici, j'ai le nombre de pixels et le nombre de pixels par pouce. Donc si vous voulez faire un document type carte de visite, il vaudra mieux passer en centimètres pour que vous puissiez lui dire la largeur de votre carte de visite sur la hauteur de votre carte de visite. Et ensuite dans la résolution, vous avez plusieurs types de résolution. Vous avez soit pixels par pouce, soit pixels par centimètre.
Il faut idéalement que vous choisissiez pixels par pouce, parce que je ne connais pas les spécificités de pixels par centimètre, mais dans la résolution, il faudrait que vous soyez au moins à 300. Donc 300 de résolution en pixels par pouce, et ensuite dans la largeur hauteur, après il faudra que vous regardiez combien fait votre carte de visite. Je ne sais plus quel est le format d'une carte de visite, il doit y avoir plusieurs formats. Et donc vous mettez le format, peut-être c'est 6 sur 4, j'en sais rien. Et voilà, donc 6 cm sur 4 cm à 300, en résolution 300, vous cliquez sur OK. Et là, ça va vous créer votre document. Je ne sais pas où il est parti, le document en question. Mais c'est très mystérieux. Plus rien ne fonctionne. Là, il va falloir que je reformate mon ordinateur. Est-ce que c'est ça la question ? Alors, où est ce document ? Il est là, il était sur mon autre moniteur puisque je n'ai pas l'habitude d'utiliser ça ici. Donc voilà, et donc ici, vous avez, donc si je vais dans taille de l'image, vous devez avoir à peu près l'équivalent dans GIMP. Je vois que ici, quand je passe en centimètres, je fais bien 6 cm sur 4 cm en 300 pixels par pouce. Donc les pixels par pouce, c'est la résolution, c'est pour que votre carte de visite ne soit pas pixelisée lorsque vous allez l'imprimer et que voilà, ce que vous verrez à 100%, c'est ce que vous verrez lorsque ce sera imprimé. Donc c'est très important de mettre ce facteur-là. Si vous voulez vraiment, vous pouvez mettre 600, mais après la taille de l'image augmente beaucoup et honnêtement à 300 dpi, c'est la résolution. Donc à 300 dpi, vous pourrez l'imprimer sur votre imprimante. Et vous pourrez la donner à imprimer à un imprimeur dès lors où vous aurez fait votre carte de visite avec ce logiciel. Voilà Tania, c'est les premières recommandations que je peux vous donner éventuellement. Mais après, qu'est-ce que je pourrais vous dire de pertinent ? Moi j'utilisais un service qui était très bien, qui était un service en ligne. Et je sais plus comment ça s'appelait Overnight Print, voilà, ça s'appelle comme ça. Je vais essayer de retrouver Overnight Print, voilà, c'est ça. Et ils ont donc un service qui est pas très cher, leurs cartes de visite sont de bonne qualité. J'ai imprimé des milliers de cartes de visite, hein. J'ai dû en imprimer, je sais pas, 20 000. Quand j'étais dépanneur informatique avant, je les imprimais par paquet de 5000, donc j'en ai imprimé beaucoup. La qualité est vraiment bonne. Et voilà, donc pas grand chose à dire. Leur service est sérieux. Et l'avantage aussi, c'est qu'ils ont des modèles. C'est-à-dire que si vous prenez carte de visite, ils ont des modèles que vous allez pouvoir télécharger, c'est-à-dire des gabarits, et en fonction du logiciel que vous allez utiliser, il y aura les traits de coupe, il y aura ce genre de choses. Donc c'est vraiment bien, je ne sais plus exactement à quel endroit ça se trouve. Voilà, fichier modèle. Donc vous pouvez prendre un modèle, il y a des modèles Word, il y a des modèles OpenOffice. Là, si je prends un modèle Photoshop, en quel format il va s'ouvrir. Je sais pas si on peut ouvrir les modèles Photoshop avec GIMP, mais c'est pas impossible. Et en fait, l'avantage, c'est que vous avez différents traits de coupe et vous voyez où est-ce qu'il faut pas dépasser pour que ce soit vraiment, vraiment bien fait. Puis vous avez même les dimensions qui se trouvent ici. 85 par 54. Alors ça, c'est sur ce site-là, hein. En fonction du site ou si vous l'imprimez sur votre imprimante personnelle, c'est pas du tout pareil. Ça dépend de combien en avez-vous besoin. Mais les prix étaient vraiment très compétitifs et c'était vraiment, vraiment bien. Je crois pas avoir gardé des cartes de visite. Non, j'ai dû faire le ménage dans mon portefeuille la dernière fois. Non, j'en ai plus. C'est fini les cartes de visite. Voilà en tout cas Tania. Alors, Gabriel, non, Cédric, je n'ai pas retrouvé et je ne l'avais pas mis dans la poubelle. Alors ça, c'est très étrange quand même, Gabriel. J'ai l'impression que c'était pas la première fois que ça vous arrive. Non, la dernière fois, c'était votre mail, vous aviez perdu les libellés sur le côté, donc ça n'avait rien à voir. Mais c'est pas normal, donc est-ce que ce soit pas à la corbeille ? Est-ce que vous les avez... donc apparemment, vous les avez pas retrouvés. Est-ce que vous avez pu rechercher de la façon dont je vous ai montré hier ? Est-ce que c'était suffisamment clair ? Est-ce qu'avec la retransmission, vous avez pu prendre le temps de regarder pour voir un petit peu si vous aviez pu retrouver comment dire, ces images ? Je me demande si dans la recherche avancée de Windows 10, je vais regarder rapidement.
Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir la recherche avancée? Options avancées. Modifier les emplacements indexés, non, c'est pas ça. Enregistrer la recherche, non, c'est pas ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de recherche sur Windows, sur Windows tout court. Et je me demandais s'il n'y avait pas des options. Ah, recherche taille. Petite, non, type. Vous avez donc dans la recherche, comme vous pouvez voir ici, là je suis dans la recherche. Bon, j'ai repris la recherche d'hier, mais voilà, si là elle est un petit peu affinée, donc si toutefois vous souvenez plus des fichiers, vous pouvez aussi faire une recherche par type et choisir les images. Je pense que les images, voilà, vous pouvez choisir le type et il va rajouter ici des choses. Donc bon, honnêtement, je vais me pencher plus sur les recherches quand je vais faire la formation sur les recherches pour la recherche au sein de Windows. Mais voilà, j'espère que avec ce que je vous ai indiqué hier, vous avez, enfin, apparemment vous l'avez pas retrouvé, mais j'espère que vous allez pouvoir regarder pour affiner un petit peu, parce que c'est vraiment très étrange voilà, que ça se soit passé comme ça. Est-ce que vous avez fait les manipulations avec Photosizer et que ça s'est pas enregistré dans le même dossier? Est-ce que je sais pas. Là, je vous avoue, même déjà hier, j'avais pas trop d'idées de comment rechercher, mais j'ai pas plus d'idées que ce que je viens de vous donner là. Si quelqu'un a des idées pour que Gabriel puisse retrouver ces images, n'hésitez pas à mettre ça dans le chat pour que, voilà, pour que ça puisse, qu'on puisse retrouver les images disparues. Roger, bonjour, j'aimerais bien que vous fassiez dans les mini-cours un petit 15 minutes pour vous dire quoi cocher pour sécuriser notre Windows 10. Alors ça va pas être prévu, Roger, ce sera prévu dans la formation Windows 10. Les petites étapes de sécurité qu'il faut faire pour voilà. Mais ça si vous voulez, c'est un petit peu difficile parce que c'est un peu propre à chacun. Mais dans les paramètres de sécurité, si vous voulez, plus vous allez activer des paramètres de sécurité, je vais essayer de vous montrer parce que là, moi je ne coche aucun paramètre de sécurité. Mais dans les paramètres de confidentialité qui se trouvent ici, vous avez un certain nombre de choses à activer et à désactiver. Et je pourrais vous montrer, mais il y a des descriptions qui sont faites en dessous. Je pourrais essayer de vous faire une description peut-être un petit peu plus avancée. Mais tout ça pour vous dire que, tout ce que vous allez décocher, donc plus vous serez sécurisé, on va dire, en termes d'envoi de données au site, et moins vous aurez de choses... si par exemple vous désactivez Cortana, si vous désactivez... permettre au site web d'accéder à ma liste de langues pour fournir le contenu local. Si vous désactivez ça, c'est des options qui sont activées et qui vous facilitent entre guillemets la vie et qui vont disparaître. Donc vous allez en réduisant ces options de en réduisant ces options de confidentialité, vous allez perdre des fonctionnalités. Donc c'est à vous de savoir un petit peu ce que vous êtes prêt à concéder à Microsoft pour que ce soit plus pratique pour vous. Dans le principe, Microsoft a fait tout ça pour que ce soit plus simple. Mais je ferai quand même une vidéo sur le sujet pour vous dire voilà, ce qui est intrusif, ce qui est moins intrusif et essayer de lister un petit peu toutes ces choses toutes ces choses qu'on peut avoir l'impression qui sont intrusives. Je regarde, oui, d'ailleurs à ce propos, si vous voulez, il y a des données qui sont envoyées à Microsoft, qui sont envoyées à Google, qui sont envoyées à tout ça. On parlait de Qwant la dernière fois, du navigateur qui n'envoie pas de données. Sachez que ces données-là sont des données, je pense, confidentielles. Et pour les données qui ne sont pas confidentielles, qui vous concernent directement, qui permettent à Microsoft ou aux différentes personnes, à Facebook notamment, quand vous allez sur leur site, de connaître vos habitudes, ils savent que c'est vous, ils savent que ce que vous cliquez sur les pages que vous cliquez, etc. Donc tout ça, si vous voulez, il ne faut pas forcément en avoir peur. C'est-à-dire que quand vous allez sur Facebook et que vous parlez avec vos amis de tel ou tel sujet, c'est un service qui vous est fourni, qui est gratuit, qui s'appelle Facebook, qui s'appelle Google, qui s'appelle un petit peu tout ça, qui s'appelle Chrome. Et chaque service gratuit a son revers de médaille, et le revers de médaille, c'est que vos informations sont envoyées. Alors,
effectivement, ils peuvent les utiliser pour faire afficher de la pub qui soit avec ce que vous avez recherché. Mais bon, après tout, est-ce que c'est pas bien d'avoir des annonces publicitaires sur des choses que vous avez recherchées? Ça paraît comme ça un peu intrusif, mais ça ne l'est pas tant que ça en fait. Ce n'est pas les gens qui font de la publicité que vous voyez qui ont vos informations. Non, ça n'est que ceux chez qui vous allez. Si vous allez sur Facebook, c'est Facebook qui a vos informations. Si vous allez sur Google, c'est Google qui a vos informations. Chez Microsoft, etc. Donc, c'est un petit peu aujourd'hui, c'est comme ça que ça va se passer. Et je vois pas comment ça pourrait changer, à moins qu'il y ait une révolution complète et que l'informatique n'existe plus. Mais ça va continuer. Si vous voulez continuer d'utiliser l'informatique, il faut vous faire au fait que vos données vont être utilisées et que toutes les choses gratuites que vous allez utiliser, eh bien, elles ont un coût. Et ce coût, ce sont vos informations, vos données. Donc, si ça vous dérange vraiment, je pense qu'il faut arrêter l'informatique parce que, voilà, malheureusement, c'est comme ça que les choses fonctionnent aujourd'hui. Encore une fois, je suis pas sûr que ce soit un mal. Enfin, un mal, on va dire entre guillemets, parce que aujourd'hui tout est tellement informatisé que s'il y a un bug avec, j'en sais rien moi, vous pouvez disparaître des fichiers, vous pouvez ne plus être inscrit à la sécu, ne plus être inscrit aux différentes choses. Effectivement, ça peut être un problème, mais c'est malheureusement le monde dans lequel on accepte de vivre aujourd'hui. Si on accepte l'informatique, et si on n'accepte pas, il faut faire différemment. Voilà, donc ne soyez pas trop inquiet, Roger, par rapport à tout ça, mais bon, voilà, c'est quand même prévu de faire quelque chose dans la formation, au sein de la formation Windows 10, pour, par rapport à la confidentialité, si vraiment vous souhaitez désactiver un certain nombre de choses. Louis-Paul, tout à fait, dans GIMP, on peut également mettre en centimètres et en pouces. Eh bien, formidable. Merci Louis-Paul pour cette petite précision. J'en profite au passage pour vous dire que Louis-Paul a mis un gentil message nous indiquant qu'on peut lui demander, ça se passe sur le forum, sur le forum, je vais partager à nouveau mon écran, ça se passe dans les cours concernant GIMP. Alors je ne sais pas si je vais avoir la possibilité de regarder ça facilement puisque c'est pas mon compte principal, message non lu. Message non lu, est-ce qu'on voit les choses sur GIMP? Oui, c'est là. Et donc, Louis-Paul nous a gentiment précisé que si on avait des questions spécifiques, on pouvait lui poser sur GIMP et qui pourrait faire des vidéos qui traitent du sujet. Néanmoins, je vous invite évidemment à ne pas abuser de sa gentillesse. Je l'ai d'ailleurs précisé. Donc, voilà, vous pouvez, si vous avez des questions sur GIMP, et merci Louis-Paul pour cette précision, si vous souhaitez, Tania, faire vos cartes de visite sur GIMP. Alors, Mario, Gabriel, vous pouvez utiliser Recuva en dernier recours. Absolument, Mario. Si vous ne retrouvez pas votre dossier, Gabriel, vous pouvez utiliser Recuva pour voir si ce dossier n'a pas été supprimé, pas forcément par vous, mais par mégarde, ou je ne sais pas par quelle manipulation qui n'est pas forcément la vôtre directement en disant je mets à la corbeille, mais peut-être qu'en ayant fait certaines manipulations, ça a généré la suppression de ce dossier. Absolument Mario, tout à fait. Alors, Michel, à propos d'hier, je n'ai pas du tout pensé à FIAC pour renseignement, encore beaucoup à apprendre. Oui, ne vous inquiétez pas Michel, pas de souci, on est là pour apprendre tous ensemble par l'intermédiaire du forum, des demandes à Cédric ou même par l'intermédiaire des formations qui sortent sur le site. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, on a le temps, on est tous là pour apprendre et voilà. Effectivement, vous pouvez avoir le réflexe du forum quand vous voyez qu'il y a des soucis. Là, hier, c'était vraiment particulier parce que c'était par rapport au direct. Mais même, voilà, si vous avez des soucis, si vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas, ayez le réflexe du forum parce que voilà, vous pourrez poser votre question. Vous pouvez aussi m'écrire, mais l'inconvénient de m'écrire, c'est que je check mes mails à peu près une fois tous les jours. C'est tous les matins et j'essaie de répondre tous les jours, mais des fois je fais autre chose et du coup quand je suis concentré sur la réflexion du site ou ce genre de choses, j'ai pas tout le temps la possibilité de vous répondre. Donc le mieux c'est le forum, vraiment vous pouvez poser votre question sur le forum, les autres membres seront là gentiment pour vous répondre et s'ils ne vous ont pas répondu, de toute façon quand je consulte les mails, je consulte aussi le forum, ça fait partie d'un processus complet que je réalise comme je vous disais habituellement le matin, mais voilà.
Le forum est un bon réflexe à avoir en tout cas. Merci Mario pour l'adresse de Recuva. Alors, Raymond, il m'arrive assez souvent d'égarer des dossiers ou des fichiers. Alors je lance les recherches par l'extension des fichiers. Parfois c'est un peu long, mais j'ai toujours retrouvé mes petits. Merci Raymond pour votre précision. Donc comme c'est un petit peu ce que je vous montrais hier, Gabriel, c'est que vous avez la possibilité dans le champ de recherche. Donc si vous savez déjà à peu près où vous l'avez perdu, vous pouvez rentrer directement dans le dossier. Ça va affiner la recherche par défaut. C'est-à-dire que si par exemple je vais je voudrais peut-être pas aller dans un disque dur qui est en fonction. Bon, admettons que j'aille dans mes documents. Et que si je recherche, donc là je suis dans mes documents, donc lorsque je vais lancer la recherche, elle ne va se faire qu'au sein de mes documents. Donc là vous pouvez faire, comme le précise Raymond, étoile.jpg, et là, eh bien, vous n'aurez que les fichiers JPG qui se trouvent dans les documents. Vous voyez, finalement, il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de documents sur mon ordinateur. Ils sont tous stockés dans mon Dropbox, donc c'est pas à cet endroit-là. Mais voilà, vous pouvez faire comme ça et donc c'est plus ou moins rapide. Si vous voyez que ce n'est pas dans le disque dur dans lequel vous aviez prévu de le ranger, eh bien essayez dans un autre endroit. En tout cas, voilà, Gabriel, vous pouvez essayer ces deux solutions. La solution que Raymond et moi venons de vous indiquer et également la solution de Mario, si vraiment vous ne retrouvez rien, de voir si Recuva, lui au moins, voit vos fichiers. Parce qu'il ne sera peut-être pas en mesure de les récupérer, mais il verra au moins à quel endroit ils peuvent se trouver. Donc dans Recuva, vous cochez images, comme ça vous permettra d'avoir que les dossiers images et vous verrez à cet endroit-là. Recuva donc ne fonctionnera qu'avec les fichiers qui ont été supprimés. Donc s'ils n'apparaissent pas dans Recuva, c'est qu'ils n'ont pas été supprimés, donc qu'ils doivent être quelque part dans votre ordinateur. Voilà Gabriel, est-ce que je pense à autre chose? Oui, je pense à autre chose pendant que j'y suis. C'est que, d'ailleurs ça servira pour tout le monde. Pour les personnes, moi ça a été un petit peu déroutant au début. Si quand vous utilisez Windows 10, vous avez sur le côté des dossiers. Et ces dossiers-là, j'en avais parlé déjà précédemment parce que ça a été un peu déroutant. Et ces dossiers-là, si vous voulez, il faut faire attention parce que vous voyez ici, donc je parle pas de l'accès rapide, mais je parle essentiellement de OneDrive et de... D'ailleurs, je les retrouve même pas. Est-ce que c'est dans ce PC ? Non, c'est dans la bibliothèque. Donc vous voyez ici, vous avez différentes choses. Vous avez ici sur le côté, vous avez dans l'accès rapide aux documents, au téléchargement, au bureau. Vous avez également dans OneDrive les documents. Et les documents de OneDrive sont absolument pas les mêmes documents que vos bibliothèques. Donc là, si je clique sur documents, vous voyez, il y a un certain nombre de choses. Adobe, Bank, Camtasia. Si je clique ici dans bibliothèque, je pense que ce sera la même chose. Ah non, là c'est même pire, il va me ranger... Ah, il me met tous mes documents de toutes mes bibliothèques, c'est-à-dire à la fois de mon ordinateur, qu'on retrouve ici, et à la fois de OneDrive. Donc vous avez, lorsque vous êtes dans bibliothèque et vous cliquez sur documents, l'ensemble des documents qui sont ici. Donc de OneDrive et de votre utilisateur. Je vais y arriver, pardonnez-moi. Donc faites attention si vous rangez des choses dans les documents, que ce soit bien les documents qui sont sur votre ordinateur et pas les documents qui sont dans OneDrive. Vous voyez, parce que ce sont deux choses distinctes. Ici, c'est en local et sur OneDrive, c'est sur le cloud de Microsoft, donc à distance. Voilà, ça peut être une autre piste à éventuellement explorer, Gabriel, pour essayer de retrouver vos petits. Voilà, alors, Alex, Gabriel doit regarder dans le dossier logiciel PhotoSizer s'il y a un répertoire de destination défini par le logiciel pour les images enregistrées, n'utilisant pas ce logiciel. Alors, effectivement, merci Alexandra. Gabriel, vous pouvez regarder directement au sein de PhotoSizer pour voir à quel endroit est-ce qu'il enregistre les choses. Je crois que j'ai désinstallé PhotoSizer parce que j'ai désinstallé les différentes choses. Ah bah non, il est toujours là. Ah bah formidable, parfait. Donc, vous lancez PhotoSizer. Si c'est PhotoSizer que vous avez utilisé, évidemment. Si vous n'avez pas utilisé PhotoSizer, ça n'a pas d'intérêt de faire ça, mais si vous avez utilisé PhotoSizer, donc ici, vous avez normalement un répertoire d'enregistrement par défaut. Je ne sais pas à quel endroit ça se trouve. Bon, je vais mettre une image. Est-ce que j'ai une image? Oh, oui, je dois avoir des images un peu partout.
le demande à Cédric 58, voilà. Donc à partir de là, si je choisis commencer, je ne sais pas où est-ce qu'il va me l'enregistrer. On va essayer. Donc paramètres de redimensionnement, 1080, commencer. Voilà. Donc à partir de là, il me l'a enregistré dans les images, puisqu'il a découvert que c'était une image et il me l'a enregistré dans image, un petit peu comme on avait fait hier. Donc soit ça s'est enregistré dans votre image, ou alors si vous avez spécifié un dossier particulier, je pense que paramètres de sélection d'un profil, je pense que quelque part vous avez des paramètres d'export, paramètres de destination, voilà, c'est à cet endroit-là, je ne trouvais plus, voilà, paramètres de destination, et là vous avez dossier de destination, là on s'aperçoit qu'il le range dans mes images. Au passage, Alexandra, tu vois que là c'est pareil, dans PhotoSizer, il dit que c'est le dossier Picture, mais il l'a bien rangé dans le dossier Image. Donc Gabriel, à cet endroit-là, vous pouvez aussi regarder à quel endroit éventuellement il aurait pu vous le ranger. Parce que si vous avez cliqué ici et que vous avez enregistré un autre dossier, eh bien, il a dû vous les enregistrer dans ce dossier. Donc effectivement, Alexandra, c'est une très bonne idée de regarder dans ce logiciel, voir à quel endroit il aurait pu vous les enregistrer. Espérons que vous puissiez retrouver vos petits. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je compte sur vous pour mardi étant le dernier demande à Cédric. Et nous allons donc procéder au tirage au sort. Je compte sur vous pour me le rappeler. Parce que je zappe tout en ce moment. Alexandra m'a dit qu'elle me le rappellerait. Mais voilà, j'ai l'impression qu'en ce moment, j'oublie un peu beaucoup de choses et il faudrait quand même pas oublier le tirage au sort de mardi, donc mardi à la fin du dernier demande à Cédric. Donc aujourd'hui, ce sera peut-être le demande à Cédric numéro 60 puisque aujourd'hui c'est 58. Donc voilà, à la fin du numéro 60 pour les cadeaux. Voilà, je regarde si j'ai autre chose à vous indiquer, pas spécialement. J'ai juste un petit peu avancé sur la rubrique Cédric vous recommande, mais pas vraiment sur le contenu. J'ai essentiellement avancé sur les images. Et j'ai pas beaucoup avancé parce que je voulais faire les tests aujourd'hui par rapport à ça, puis j'avais le demande à Cédric à traiter. Et puis on est dimanche, donc je me suis levé un peu tard. Donc voilà, donc j'ai rajouté les dernières images, donc là tout est bon. J'ai pensé à rajouter une rubrique, c'est celle des moniteurs, parce que je me suis aperçu que j'avais pas parlé des moniteurs. Donc il y a ça. Et donc vous trouverez ici, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler, des choses que je vais également ajouter concernant les choses. Mais ça, je vous en avais déjà parlé hier. Donc cette page-là. Et je vais réorganiser le menu qui se trouve en haut. Parce que, voilà, pour que vous puissiez à penser, je vais mettre la connexion à gauche plutôt que de la mettre à droite, pour que vous puissiez penser à ça en premier. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur le site formation informatique avec Cédric.fr, c'est bien, on est 29, donc c'est bien que vous puissiez avoir ça en tête. C'est que la première chose à faire quand vous arrivez sur le site, que ce soit sur la page d'accueil du site, si vous n'avez pas mis en favori l'espace membre gratuit, mais la première chose à faire, c'est de vous connecter pour pouvoir bénéficier au mieux de tous les droits que vous avez en tant que membre actif, membre plus ou membre mini. Donc pensez à vous connecter. Donc je vais mettre le menu de connexion à gauche pour que vous puissiez avoir ça en tête en premier lieu. Voilà. Alors, Tania, ok pour les cartes de visite, je demanderai des conseils à Louis-Paul, mais peut-être fera-t-il une vidéo sur le sujet. Alors, je ne sais pas si Louis-Paul va faire une vidéo sur le sujet en particulier des cartes de visite, mais je crois qu'il a déjà fait une vidéo sur l'utilisation du texte. Donc, vous pourrez donc rajouter du texte pour cette carte de visite. Vous pourrez rajouter une image si vous le souhaitez, une image en fond d'écran. Je pense que Louis-Paul a déjà couvert tous ces sujets. Faites attention néanmoins et faites surtout attention. En premier lieu, pensez à la façon dont vous allez l'imprimer parce que ce sera différent si vous choisissez de l'imprimer sur votre imprimante, si vous décidez de l'imprimer sur le site Overnight Prints dont je vous parlais, ce sera un petit peu différent. Donc pensez bien à ça en amont, regardez éventuellement les différents formats de cartes de visite qui existent. Vous pouvez peut-être partir sur le format d'une carte de crédit, comme ça rentre parfaitement dans un portefeuille. Et à partir de là, eh bien, ça vous permettra de faire une carte de visite
parfaite. Une petite précision aussi, tiens, pendant que j'y pense, ça pourrait vous aider. Il y a un site qui s'appelle ThemeForest, me semble-t-il. ThemeForest. Et à partir de ThemeForest, vous allez pouvoir trouver des modèles de cartes de visite. Moi, c'est souvent ce que je fais pour trouver de l'inspiration. Pardonnez-moi. Donc le site s'appelle ThemeForest, vous allez sur vous cherchez ThemeForest et à partir de là, une fois que vous êtes ici, vous allez chercher Graphic Driver qui se trouve ici. Vous cliquez dessus et à partir de là, vous allez avoir... est-ce que j'ai cliqué dessus? Oui. Vous pouvez chercher carte de visite. Alors je ne sais pas si c'est en carte de visite. Non, c'est en anglais. Alors, vous allez chercher Business Card. Voilà. Business Card dans le champ. Et là, vous allez avoir beaucoup de modèles dont vous allez pouvoir vous inspirer. Et vous pouvez d'ailleurs, même si vous le souhaitez, acheter le modèle pour 5 $. Vous cliquez ici et vous allez voir à quoi ressemble la carte de visite. Vous pouvez acheter le modèle si vous voulez et à partir de là, vous pourrez modifier vos informations. Donc voilà, moi je cherche surtout pour trouver l'inspiration parce que j'ai déjà les outils pour réaliser ça. Mais voilà, ça vous permet d'avoir différentes choses et puis en fonction de ce que vous souhaitez, il y en a où il y a des logos, il y en a où il y a des images, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien. Mais bref, quoi qu'il en soit, vous pouvez survoler. Et lorsque vous survolez, vous voyez, vous avez un aperçu de la carte et ça vous permet de ne pas rentrer dans toutes les cartes si toutes les cartes ne vous plaisent pas. Mais en tout cas, vous trouverez, je ne sais pas combien, vous voyez, il y a 60 pages de modèles de cartes de visite, donc je pense que vous trouverez celle qui vous conviendra le mieux. Et il y en a qui sont vraiment très très élégantes, c'est fait par des professionnels parce que voilà, c'est des gens qui sont professionnels qui postent ici et à partir de là voilà, ça vous permettra de voir. Et puis vous avez des modèles qui sont plus simples comme celui-ci si vous ne souhaitez pas avoir d'image. Bref, vous trouverez l'inspiration sur ce site. Le premier s'appelle ThemeForest et ensuite une fois que vous êtes sur ThemeForest, où vous pouvez directement aller si vous souhaitez sur graphicdriver.net, mais quand vous êtes sur ThemeForest, vous allez ici sur Graphic Driver. Il y a beaucoup de choses ici. C'est incroyable. Il y a des choses pour la vidéo, il y a des choses pour l'audio. Si vous voulez mettre de l'audio sur vos vidéos, il y a plein de choses que vous pouvez acheter. Donc évidemment, les choses sont payantes. Il y a des prix qui sont plus ou moins raisonnables que d'autres, mais vous trouverez des choses vraiment, vraiment fantastiques. Voilà Tania, une information supplémentaire. Sacha, bonne soirée. Merci d'avoir été présent. Merci Alex pour le site pour Tania, je ne sais pas à quoi ça correspond. Voilà, il y a d'autres cartes de visite. Carte de visite facile avec GIMP. Ah bah voilà, formidable. Même pas besoin que Louis-Paul se fatigue. Super Alexandra a trouvé ce qu'il fallait. Donc vous aurez directement sur ce site un tutoriel pour faire une carte de visite avec GIMP. Donc là, Tania, vous avez tous les éléments pour faire la carte de visite de l'année, à la fois l'inspiration sur Graphic Driver, le tutoriel grâce à Alexandra, plus les manipulations grâce à la formation de Louis-Paul qui se trouve dans le module de gérer vos photos. Vous êtes au top, on compte sur vous. Voilà, alors Louis-Paul, si Tania le souhaite, qu'elle me joigne sur Skype, je pourrais lui donner des infos en direct, mon identifiant Louis-Paul. Merci Louis-Paul, c'est gentil. Je vais essayer de cacher ça si j'y pense à la retransmission parce que vous savez que les retransmissions sont vues par un certain nombre de gens sur YouTube, Louis-Paul, et vous risquez d'avoir un certain nombre de demandes. On va prendre Est-ce qu'on a un demande à Cédric là sous le coude? Là, voilà, le demande à Cédric qui a un jour, il y a déjà 405 vues, donc imaginez ceux qui datent un peu plus. Donc faites attention Louis-Paul avant de donner ce genre d'informations. C'est gentil à vous, mais voilà, faites attention aussi en donnant vos informations personnelles. Voilà, merci en tout cas Louis-Paul, c'est très gentil. Tania, un grand merci à Louis-Paul, Alex, Cédric, bonne soirée à toutes et tous et à demain. Effectivement, nous arrivons au terme de ce Demande à Cédric numéro 58. Demain, nous serons le lundi 6 mars 2017
pour le Demande à Cédric numéro 59. Et ensuite, eh bien, il y aura celui du lundi. Je verrai peut-être que pendant je préparerai ça pour mardi pour voir le mini cours du 1er avril, de savoir ce qu'on va faire avec vos votes. Donc n'oubliez pas de voter aujourd'hui et demain, et je pense que mardi j'annoncerai à la fois donc les 3 gagnants pour le tirage au sort du mois de mars et le mini cours pour le mois d'avril. Voilà, merci à toutes et tous d'avoir été présents. Je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Et puis, je vous dis à demain, 18h, en espérant que nous n'aurons pas les problèmes d'aujourd'hui. Il sera toujours temps de le voir. Allez, merci et bonne soirée. Au revoir.